Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans cette tranche littéraire. Nous sommes le 7 août 2017. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur cette date-là dans quelques minutes. C'est la date d'une pseudo-indépendance d'un pays africain et nous recevons pour cette tranche littéraire une écrivaine qui est originaire de ce pays-là, Marie-Yolande Hughes, auteure de La Côte d'Ivoire à l'épreuve de la démocratie, préfacée par Dr Boga Sako Gervais, qui est malheureusement en exil en Italie. Bonjour Marie-Yolande. Bonjour Chaki. Comment ça va? Je vais bien, merci. Marie-Yolande Hughes, ça fait plutôt anglais ça? Si, c'est anglais, c'est Hughes. Hughes. Yeah. My pronunciation is not really nice because I'm a French. You know. Hein, je suis français. Voilà pourquoi mon prononciation n'est pas très bonne. Non, Hughes. Yeah. Alors, ça fait anglais. Pourtant, tu es ivoirienne. Si, je suis ivoiro-britannique parce que mon époux est britannique et moi, ivoirienne d'origine. Mr. Hughes. Yeah. Hi, Mr. Hughes. How are you doing? I hope to meet you one day. Donc, tu es donc venu d'Angleterre pour faire la promotion de ce livre. Exactement. Qui est sorti en quelle année? Il est sorti le 20 mai 2017. 2017, donc c'est tout récent, c'est tout frais. 3 mois, moins de 3 mois d'ailleurs. Hein? Moins de 3 mois. Le livre est préfacé par Boga Sako Gervais, qui est un grand militant des droits de l'homme, avocat de formation, enseignant de droit. Yeah. Pourquoi avoir fait le choix de Boga Sako Gervais pour préfacer ton livre? J'ai fait le choix de Boga Sako Gervais parce que tout d'abord, il est membre de la société civile et ensuite, il est militant des droits de l'homme. Et je me suis dit que, écrivant l'histoire de notre pays, surtout que la Côte d'Ivoire a connu plusieurs crises où on a eu beaucoup de nos compatriotes qui ont péri. Je me suis dit la personne qui était habilitée à me donner une préface était vraiment quelqu'un qui militait pour les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Merci à vous, docteur Boga Sako Gervais, pour cette préface que vous m'avez adressée par email hier et que j'ai eu plaisir à lire afin de me documenter un peu plus sur ces livres. Chers téléspectateurs, je vous ai dit en entrée que ce jour était un jour spécial. Oui, c'est un jour spécial pour la Côte d'Ivoire. C'est le jour... moi, je dirais plutôt, je opte pour la terminologie de fête nationale. Parce que pour moi, ce n'est pas vraiment une indépendance, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas son indépendance politique, on n'a pas l'indépendance économique, donc je préfère utiliser la terminologie de fête nationale. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la Côte d'Ivoire n'a plus le statut de territoire d'outre-mer. Mais c'est comme si, n'est-ce pas? C'est comme si. J'ai bien compris. Hein? C'est la raison pour laquelle vous me voyez avec un chapeau aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi aussi Marie-Yolande nous a apporté le drapeau de son pays que j'ai le plaisir d'afficher sur le plateau de JMTV+. Alors Marie-Yolande, pourquoi avoir eu l'idée d'écrire ce livre, La Côte d'Ivoire à l'épreuve de la démocratie? L'idée m'est venue d'écrire ce livre parce qu'avec la crise ivoirienne, nous avons entendu vraiment beaucoup de contre-vérités sur la Côte d'Ivoire. Et je me suis dit, tout d'abord, il fallait que j'apporte ma contribution académique sur tous les livres d'histoire qui ont été rédigés sur la Côte d'Ivoire. Et ensuite, je l'ai aussi rédigé pour que ça reste pour la génération future, afin qu'elle comprenne que la guerre est cruelle, elle détruit plusieurs familles et que ce livre leur serve de guide pour pouvoir savoir comment s'orienter dans le futur. Donc on a le passé, on a le présent et le futur. Alors, j'ai cru comprendre en lisant la préface de Boga Gervais que vous insurgez contre vous. Lorsque je dis vous, c'est Boga Gervais et toi, hein, parce qu'on se tutoie. Alors, Boga Gervais et toi, vous vous insurgez contre des livres d'histoire écrits par les entre guillemets vainqueurs qui l'écrivent toujours à leur gloire et vous voulez que les Africains écrivent désormais leur propre histoire. Bien sûr, bien sûr. Ça aussi, c'était un élément majeur parce que on a appris que ce sont eux qui nous donnent toujours
leur part de l'histoire de l'Afrique et je me suis dit qu'il fallait que nous écrivions notre propre histoire. Donc c'est dans ce sens-là que je disais tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs contre-vérités qui se sont dites parce que ces experts qui écrivent notre histoire ne connaissent pas véritablement notre histoire puisqu'ils sont ni de nos pays ni de notre continent la plupart du temps. Donc il fallait que nous, la jeunesse ivoirienne ou africaine, nous nous dotons de nos connaissances, de nos compétences pour pouvoir faire les choses nous-mêmes. Afin de donner quand même la dignité et redorer le blason de l'Afrique. Je vais lire le résumé qui est au verso, note de l'éditeur. Dans ce livre, Marie-Yolande Hughes vous invite à revisiter l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce beau pays longtemps cité en exemple pour sa stabilité politique et son progrès social et économique, mais qui, à l'instar de nombre de pays africains, a récemment connu le syndrome de l'instabilité suite à une crise militaro-politique qui a mis en mal le processus démocratique en cours, qui l'a plongé dans le chaos duquel il a du mal à se remettre. L'intérêt de ce livre réside dans le fait que, au-delà de l'analyse rigoureuse des événements et des documents, l'auteur fait des propositions pour asseoir une vraie réconciliation nationale et relancer le processus démocratique. Croyez-vous qu'il n'a jamais existé la démocratie sur le continent africain, du moins dans les 14 pays colonisés par la France? Bon, je dirais que la Côte d'Ivoire, quand même, puisque nous parlons de la Côte d'Ivoire, parce qu'on a le Sénégal qui a montré quand même un très bon modèle de démocratie, mais malheureusement avec les législatives dernières, on a vu quand même qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller et on verra ce qu'ils pourront produire dans les années à venir. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons, après le parti unique, l'opposition a réussi quand même à ramener le multipartisme parce que le multipartisme existait quand même avant l'arrivée du colonialisme. Existait avant l'indépendance. Ah bon? Sous le colonialisme. On avait quand même le multipartisme. Et quand le PDCI a pris les rênes du pouvoir, ce multipartisme a carrément disparu. A disparu ou bien on l'a fait disparaître? On l'a fait disparaître. Ah ben voilà, parce que chaque mot signifie quelque chose. Donc on l'a fait disparaître, il n'a pas disparu. Alors. Et nous avons, la Côte d'Ivoire a connu ce qu'on appelle le parti unique. Et avec le président Gbagbo, le multipartisme s'est instauré. Du coup, il devient le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire connaissait quand même les germes de la démocratie jusqu'à ce qu'elle fasse à la mutinerie de 1999. Oui. Ensuite, nous avons connu la rébellion et la guerre du 11 avril 2011. Donc, démocratie, vraiment, nous n'en connaissons pas véritablement chez nous. Même quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, on constatait qu'il y avait encore du vote ethnique. Est-ce que nous, observateurs extérieurs, avons tort de le penser? Ce que je dis aussi dans le livre, je le souligne très bien dans le sens où je dis que nombreux sont les partis politiques en Côte d'Ivoire qui vont sous la bannière de leur ethnie. Et je pourrais dire que Laurent Gbagbo est vraiment le seul leader qui a quand même des militants sur les 68 ethnies de la Côte d'Ivoire. Parce que sur cette recherche, j'ai découvert que la Côte d'Ivoire regorge 68 ethnies exactement. Donc dans toutes ces 68 ethnies, Laurent Gbagbo est le seul leader véritablement à qui on pourra attribuer qui a quand même des militants dans tous ces partis. Avec Alassane Ouattara, il est vraiment cantonné avec le Nord, les musulmans et tout ça. Bon, il y a quand même... Bon ben, écoutez, là, c'est une accusation. J'ai pu vérifier, mais je n'ai pas été en Côte d'Ivoire. J'aimerais bien, M. Alassane Ouattara, aller dans votre pays vérifier cela. Est-ce que quelqu'un garantirait ma sécurité? J'aimerais bien aller visiter cela. Et sachez, Monsieur le Président, tout comme vos partisans, que vous êtes également les bienvenus sur le plateau de JMTV+. Je vous poserai des questions, comme je le fais avec Marie-Yolande Hughes, et vous me donnerez tout simplement vos réponses. Alors, vous parlez de Gbagbo qui a des militants
dans chaque couche des 68 tribus de Côte d'Ivoire, ethnie ou tribu, je ne sais pas comment vous l'appelez, j'ai entendu un slogan, Malinké, les Malinké sont du nord de Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et qui dit ceci, Bagbo Kafissa. Oui. J'ai demandé qu'est-ce que cela signifie. On m'a dit, cela signifie Bagbo était mieux. Bien sûr. Alors là, si des gens du Nord estiment que Bagbo était mieux, qui ne l'aident pas? Quand ils le disent, ils font allusion à la vie sociopolitique que traverse notre pays aujourd'hui. Et quand ils voient quand même le temps du président Oufoué et le passage du président Bédié, ils voient le passage du général Robert Guéhi, ils voient ensuite le passage du président Gbagbo, ils voient ce que nous vivons aujourd'hui sous le président Ouattara. Et c'est en cela qu'ils se disent qu'on préfère le temps de Laurent Gbagbo, où c'est vrai que Laurent Gbagbo, le président Ouattara disait comme ça qu'il était à dos solutions et qu'ils vivent vraiment les difficultés. Et c'est en cela qu'ils sortent vraiment ce slogan. Donc ça, c'est mon opinion. Alors, ce livre, vous l'avez documenté. Hein, je vois là-dedans des photos. Je vais montrer pour que les spectateurs s'en rendent bien compte. Il y a des photos, donc ça veut dire que vous l'avez assez bien documenté. Mais vous vivez en Occident. Comment avez-vous fait pour vous procurer ces photos qui documentent ce livre? Mais c'est la recherche. Avec la recherche, vous lisez aussi d'autres livres. Vous lisez les journaux, vous lisez... Quand vous faites une recherche, vous cherchez dans le domaine où vous aimeriez retrouver votre information. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver toutes ces informations que j'ai dans le livre. C'est vraiment un livre recherche, c'est pas une vue de l'esprit. Et... Je vois ici, je tombe là par hasard, hein, vous n'êtes pas de combine, je vois ici une affiche de propagande ou de comment on appelle ça, de meeting politique sur lequel il est écrit « Nous frapperons ce pouvoir au bon moment et il tombera ». Et à côté, il y a la photo d'Alassane Dramane Ouattara. Si. Vous confirmez, c'est pas une photo, c'est pas une affiche Photoshop? Non, pas du tout. Elle existait comme ça? Bien sûr. C'est même c'est la une de son journal porte-voix qu'on appelle Le Patriote. Alors, au vu de ceci, est-ce que pour vous, il est normal qu'aujourd'hui, M. Ouattara n'ait jamais été inquiété par la CPI quand on lit de tels slogans sur ses affiches de campagne ou de meeting? C'est pas juste, mais la CPI continue toujours de dire qu'ils vont d'abord juger le camp Gbagbo et ensuite se tourner vers le camp Ouattara. Bon, on verra bien si elle tiendra sa parole. Parce que jusqu'à preuve de contraire, la Cour pénale internationale parle à un peuple qui la regarde. Et depuis le 11 avril ou depuis le 30 novembre, quand le président Gbagbo a été déporté à la Cour pénale internationale, c'est vrai qu'il est ivoirien, mais son combat n'est plus au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est toute l'Afrique, c'est tout le monde entier, c'est tous les démocrates, tous les amis de la Côte d'Ivoire qui ont les yeux tournés vers la CPI, qui ont les oreilles qui écoutent la CPI. Donc si elle dit qu'elle va d'abord trouver tous les criminels du camp Gbagbo et ensuite se retourner vers le camp Ouattara, on ne fait qu'attendre sa procédure. Est-ce que vous saviez que les juges de la CPI sont nommés par l'ONU? Si. Est-ce que vous savez que l'ONU est constituée de 5 grandes nations, aujourd'hui peut-être 6, mais 5 grandes nations. Et parmi ces nations, il y en a qui ne sont pas membres de la CPI. Bien sûr. Est-ce que c'est compréhensible que les gens qui ne sont pas membres d'une cour nomment les juges de cette cour-là? Bon, dans la logique, on dira non. Mais puisque ce sont cette nation qui finance en même temps la CPI, qui donne son argent, a le droit de décider. Donc nous sommes dans un système vraiment, personnellement je dirais pas juste, mais... La CPI prône de l'injustice? À mon sens, oui, je dirais. Chers téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que les États-Unis nomment les juges de la CPI, mais les États-Unis ne sont pas membres de la CPI. On ne peut donc pas juger George Bush qui a assassiné Saddam Hussein sous des propos fallacieux. La France est membre de la CPI, j'espère, mais on ne peut pas juger Nicolas Sarkozy, qui a déclaré aujourd'hui avoir renversé Laurent Gbagbo pour installer son ami. C'est lui qui le dit. Hein, que le camp Ouattara ne m'incendie pas en disant « Ah, Jacques Moua Fouadi ». Non, c'est Nicolas Sarkozy qui le dit. Il a renversé
Gbagbo pour installer son ami. C'est même Nicolas Sarkozy qui a assassiné Kadhafi, n'a jamais été inquiété. Et vous voulez juger Laurent Gbagbo et consorts. Cette CPI, je ne la comprends pas. Et je doute fort qu'il y ait quelqu'un qui la comprenne dans ce monde. Si oui, que ceux qui l'utilisent pour régler des comptes et installer des amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est des actions qui ne sont pas véritablement justes parce qu'on n'installe pas un ami. On peut aider un ami à mieux faire et laisser le peuple de Côte d'Ivoire décider de son leader ou de celui qu'il aimerait qui gouverne son pays. Mais en Côte d'Ivoire, à travers cette recherche, j'ai compris que le peuple ivoirien n'a pas vraiment été entendu. Et jusqu'à aujourd'hui, ces Ivoiriens continuent de marteler, de s'exprimer, de marcher, mais la France fait la sourde oreille, continue de faire la sourde oreille. La France. Parce que jusqu'à preuve de contraire, la Côte d'Ivoire a été colonisée par la France. Donc, les premières décisions sur la Côte d'Ivoire partent automatiquement par la France. Pourquoi automatiquement, au bout de 50 ans, entre guillemets, d'indépendance, pourquoi a-t-on toujours besoin de Côte d'Ivoire, de France, dans les pays colonisés par elle pour régler les problèmes? Pourquoi? Mais c'est ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, que je préfère la terminologie de fête nationale que d'indépendance. Donc vous comprenez bien que si la France est toujours attachée à la Côte d'Ivoire comme une mère attachée à son bébé, même la mère à un certain âge laisse partir son enfant. Mais la France n'a vraiment pas envie de laisser la Côte d'Ivoire qu'elle pense être son bébé jusqu'à ce jour. Et pourquoi ne veut-elle pas la laisser comme les autres pays d'Afrique francophone? Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup d'intérêt en Côte d'Ivoire. Elle a beaucoup d'intérêt en Côte d'Ivoire. Elle a même, je pense qu'elle a plus de ressortissants en Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays, je dirais bien. Et sachant qu'on dit de la France qu'elle est le pays des droits de l'homme, est-ce que ce pays des droits de l'homme respecte les droits des Ivoiriens? Je dirais plutôt que avec le peu que je sais ou le peu que j'ai pu voir, le droit des chiens ou le droit des animaux est plus respecté en France par rapport aux droits des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ah, ça c'est fort ça. Oui, je le dirais. C'est fort ça. Les droits des chiens ou les droits des animaux plus respectés que le droit des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a vu les Ivoiriens se faire massacrer, on a vu les Ivoiriens tués. Aucune enquête a été diligentée jusqu'à ce jour. On a encore certaines personnes qui croupissent dans les prisons, qui n'ont vu aucun juge jusqu'à ce jour. Et ça n'émeut personne. Les gens le trouvent normal. On a vu aussi la première dame Simone Veil Gbagbo le 11 avril qui s'est fait traîner, arracher les cheveux. Et on avait jusqu'à ce jour, c'était quelque chose de normal. Les gens vivent leur vie tranquillement. Et comparé à un chien qu'on emmène chez un vétérinaire, qu'on emmène... Donc tu te dis que les animaux ont plus de droits en France que les êtres humains en Côte d'Ivoire. Et c'est la remarque que je fais, quoi. La Côte d'Ivoire à l'épreuve de la démocratie de Marie-Yolande Hughes, paru il y a moins de 3 mois. Où est-ce qu'on peut procurer ces livres en Côte d'Ivoire et dans les autres pays? En France, vous pouvez la voir à la librairie Taméry. En Côte d'Ivoire, vous pouvez la voir à la librairie Carrefour. Et si vous voulez que le livre soit expédié à votre adresse, vous avez Hughes Translation and Documentation Publishing. Vous pouvez aussi contacter sur sa page Facebook. Bon, je sous-titrerai cela. Hein. Hugues, translation, can you explain in French? Because I do understand, but not... Hughes Translation and Documentation Publishing is a translation company. Ah d'accord. So we can't translate it. C'est une entreprise de traduction, c'est bien ça, hein? On va le dire, parce que comme elle vit en Angleterre, son French commence à mourir. Donc, on va le dire en français, donc je le sous-titrerai pour que les choses soient claires, pour que tout le monde voit. Donc, il suffit de contacter cette entreprise. Si on devait retenir un passage de ce livre, Marie-Yolande, qu'est-ce que tu voudrais que les Ivoiriens et les Africains en général retiennent de ce livre? J'aimerais que les Africains retiennent que La Côte d'Ivoire, l'épreuve de la démocratie, est un livre qui est facile à lire.
il a été rédigé dans un style aussi simple, parce que je n'ai pas voulu ennuyer mon lecteur, dans le sens où c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire qui part depuis le temps de la colonisation jusqu'à 2017, parce qu'il prend en compte la mutinerie où les mutins voulaient que le président Ouattara leur paye leur prime de guerre. Donc, je n'ai pas voulu faire j'ai pas voulu que mon lecteur aille voir tome 1, décolonisation de la Côte d'Ivoire, tome 2, tome 3. Donc, j'ai fait ce que les Anglais vont appeler All in One. Donc, vous avez toute l'histoire. Vous avez toute l'histoire de la Côte d'Ivoire résumée dans ce livre. Et nous avons le chapitre 12 qui a un titre en anglais, qui dit c'est 4-11 Ivoirien, qui est aussi... ce titre a été inspiré par le 9-11 américain, où les tours jumelles du World Trade Center aux États-Unis avaient été bombardées et qu'on a tous soutenu parce que c'était du terrorisme. Mais, soi-disant. Mais vu ce que la Côte d'Ivoire a vécu le 11 avril 2011, qui ressemblait aussi, qui pourrait être qualifié de terroriste, parce que nous avons eu notre palais présidentiel qui a été bombardé, mais les gens trouvent... Bombardé par qui? Par les forces de l'ONU et la force Lincoln française. Mais les gens trouvent que c'est normal et tout est calme, tout est silencieux, et c'est seulement les patriotes qui essaient de se faire comprendre, de se faire entendre. Donc j'ai trouvé que tout ça, c'était pas juste. Je vais lire 2 passages de ce livre, comme ça, piqué au vif, cher monsieur et dame, bien entendu. Dans son appel, Charles Blé Goudé appelait les patriotes ivoiriens à résister avec dignité et protéger leur patrie. Comme il le dit, guillemets, « Je vous demande maintenant, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Levez-vous maintenant. Allez libérer l'aéroport de Côte d'Ivoire. » Et il va plus loin, dans le même ordre d'idées, en posant une question fondamentale au peuple ivoirien. Une question se pose à nous maintenant. Au stade où nous sommes, mourir dans la honte ou mourir dans la dignité, êtes-vous prêt à mourir dans la honte ou dans la dignité, camarades? Je prends un autre passage comme ça. Après l'appel de Blé Goudé, comme dans toute bonne démocratie, les patriotes marchaient les mains nues, allant au 43e Bima pour manifester leur mécontentement. Mais, à la grande surprise, ils furent arrêtés dans leur élan par des tirs provenant des hélicoptères de l'armée française, notamment des grenades assourdissantes qui font des grands trous dans le bitume. Je vais m'arrêter là. J'ai reçu déjà ici avant vous Léa Denise Koukounian, qui est votre compatriote. J'ai reçu avant vous Bernard Houdin, qui a écrit Les Ouattara, une imposture ivoirienne. J'ai reçu il y a une semaine Christian Vabé. Et tous pointent du doigt la responsabilité de l'armée française, comme vous le faites dans ce livre. Oui. Comment imaginez-vous les relations entre les Ivoiriens et les Français demain en Côte d'Ivoire? Je trouve que c'est une relation très amère dans le sens où vous pouvez l'avoir constaté avec les Jeux de la francophonie, où les Ivoiriens ont boudé les Jeux de la francophonie parce qu'ils ne sont pas contents. Les Ivoiriens sont aujourd'hui, ils sont traumatisés. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens, I don't know, mais ils veulent juste leur liberté. Ce peuple veut juste la liberté et la paix. Je vais reformuler ma question, Marie-Yolande Hughes. Imaginons dans 10 ans qu'il y ait de la paix en Côte d'Ivoire. Imaginons que Laurent Gbagbo, Blé Goudé et tous les autres prisonniers politiques soient libérés. Que Gbagbo soit au pouvoir. Pensez-vous que les Ivoiriens regarderont désormais les Français d'un bon œil? Oh, ce sera
ce sera une relation d'égal à égal, sans toutefois avoir de haine pour la France ou pour les Français. Mais je pense que les Ivoiriens, on va travailler avec la France, mais ce sera d'égal à égal. Parce que avec tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu aujourd'hui et avec la nouvelle génération ivoirienne, ce sera de right person à the right place. Et la Côte d'Ivoire va pas... La bonne personne à la bonne place. Yeah. Et la Côte d'Ivoire ne va pas se laisser subir ce que la Guinée de Sékou Touré a subi. Quand je dis la Guinée de Sékou Touré, quand Sékou Touré a voulu développer son pays et la Guinée a battu sa monnaie, qu'ils ont eu... L'histoire nous dit que la France avait injecté de faux billets pour casser la monnaie guinéenne. Je pense que la Côte d'Ivoire pourra s'inspirer de tous ces désagréments-là, voilà, et mettre the right person à the right place. Mais comment ferez-vous, étant donné que, selon ce que je lis ça et là, ce que j'apprends, l'économie ivoirienne est presque tenue par des ressortissants français. Comment feriez-vous pour installer cette égalité-là entre les deux peuples? La Côte d'Ivoire est un pays assez solide. C'est vrai que l'économie est tenue par la France parce que c'est à travers leurs entreprises. Il y aura beaucoup de concurrence. Par exemple, si nous formons, la Côte d'Ivoire forme sa jeunesse pour pouvoir avoir une entreprise de la CIE ou de l'électricité, de la SODECI par exemple qui s'occupe de l'eau, la CIE qui s'occupe de l'électricité et d'autres entreprises, il y aura une forte concurrence entre ces entreprises françaises parce qu'on ne va pas les chasser du jour au lendemain. Donc je pense que ce sera sur le plan de commercial que ce respect va s'instaurer, à mon sens. Vous, personnellement, vous avez rang de cadre, vous avez fait de très hautes études, vous êtes professeur d'anglais, on m'a dit. Hein? Non, j'ai enseigné le français. Vous avez enseigné le français en Angleterre? C'est quand même curieux, ça. Vous enseignez la langue de l'oppresseur, entre guillemets? Non, je l'ai enseigné en tant que professeur assistante, mais là, je fais le TISO qui est enseigner l'anglais aux locuteurs d'autres langues. Ah, d'accord. Mais je ne l'ai pas encore pratiqué. D'accord. Êtes-vous prête à retourner en Côte d'Ivoire le moment venu, exercer, mettre vos différentes expériences au profit de votre pays? Bien sûr. Bien sûr. Si aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara vous disait, Madame Marie-Yolande, j'ai besoin de vous ici en Côte d'Ivoire pour travailler, qu'est-ce que vous lui répondriez? J'irai travailler. Mais j'ai dit si Alassane Dramane Ouattara vous appelez, hein? Si Alassane Dramane Ouattara m'appelait pour venir travailler avec lui, ça dépend aussi de qui appelle. Alassane Ouattara m'appelle, le pays n'est pas sécurisé, parce que lui-même sait qu'aujourd'hui le pays n'est pas sécurisé. Alassane Ouattara m'appelait, je vais poser des conditions. Je lui dis oui, je viens, si je dois me délocaliser pour venir travailler en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il pourrait au moins libérer certains prisonniers politiques dans ce lot où nous avons nos amis? Parce que tu ne vas pas travailler en Côte d'Ivoire et voir tes amis en prison, voir les membres de ta famille en prison. La Côte d'Ivoire n'est pas en sécurité. On a encore des problèmes sociopolitiques à résoudre. Donc pour qu'ils demandent à la diaspora de rentrer, parce que je fais partie de la diaspora, il faudrait qu'il y ait quand même une réconciliation pour nous permettre à nous qui venons d'être plus à l'aise de travailler. Mais on ne travaille pas pour Alassane Ouattara, je dirais travailler pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'aimerais que les uns et les autres retiennent. Mais au moins qu'il y ait une stabilité au niveau social. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose, Marie-Yolande, et que je n'ai pas tilté dessus, le journaliste ne sait pas tout? Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que j'ai oublié? En d'autres termes, avez-vous un dernier message à passer au peuple ivoirien ou à d'autres personnes? Votre caméra est là. J'aimerais passer ce message au président pour leur demander de tenir bon et qu'ils continuent de travailler au nom de la Côte d'Ivoire qu'ils aiment et que nous aimons tous, qui est notre pays, et que cette division qui chacun essaie d'y mettre la main, parce que pour arriver à la réconciliation, ce n'est pas vraiment la seule histoire du gouvernement, c'est aussi la société civile, c'est aussi
la maman à la maison, c'est aussi la jeune fille qui est là. Donc il faut que tout et chacun, nous nous mettons la main dans la main et penser à cette réconciliation. Mais on ne va pas à la réconciliation juste pour y aller comme le président de l'Assemblée nationale, Soro Diom, tente de le faire. Cela me permet de vous poser cette dernière question. Peut-on avoir une réelle réconciliation en Côte d'Ivoire sans les libérations de Laurent Gbagbo, de son épouse Simone, de Charles Blé Goudé et des autres prisonniers politiques? Je ne pense pas que la réconciliation véritable, pérenne, pourra se faire sans ces leaders. Parce que pour qu'il y ait la guerre, il y a eu deux camps. Pour qu'il y ait division, il y a toujours deux camps. Donc, s'ils veulent qu'il y ait une véritable réconciliation, il faut que tout ce monde soit à la table des discussions pour pouvoir arriver à cette réconciliation. Mais laisser Charles Blé Goudé, le président Gbagbo et les autres prisonniers en prison et demander une réconciliation, je pense que ce n'est pas juste. La Côte d'Ivoire à l'épreuve de la démocratie de Marie-Yolande Hughes, préfacée par Boga Sako Gervais. Dans les bacs, chers téléspectateurs de JMTV+, j'espère que vous avez aimé cette tranche littéraire. Merci à toi, Marie-Yolande, d'être venue de Birmingham pour nous parler de ton livre. Et bon courage. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau. À bientôt.